À quelles difficultés se heurte l'action des pouvoirs publics en matière de justice sociale? Première difficulté, des contraintes de financement de plus en plus grandes. En effet, l'État a du mal à financer ses dépenses publiques. On distingue alors l'État au sens strict, c'est-à-dire les administrations centrales, et l'État au sens large. Aux administrations centrales, on va rajouter les collectivités locales et territoriales et la sécurité sociale. Ainsi, si les recettes sont inférieures aux dépenses, on parle de déficit budgétaire pour l'État au sens strict, de déficit public pour l'État au sens large. Ce déficit public s'explique par le fait que les dépenses augmentent et que les recettes augmentent lentement, du fait du ralentissement de la croissance. Ce déficit public pose alors le problème du financement des dépenses pour réduire les inégalités. En effet, le premier moyen pour financer cette augmentation des dépenses publiques et le déficit public est l'augmentation des prélèvements obligatoires. Or, cette augmentation des prélèvements obligatoires va avoir des effets négatifs. En effet, si le gouvernement augmente les prélèvements obligatoires, le revenu des agents diminue. Ainsi, la demande diminue. Et donc, la production va baisser plus rapidement que la demande, comme l'affirme l'effet multiplicateur de Keynes. Dans ces conditions, les recettes fiscales vont baisser plus rapidement que la demande initiale. Et donc, le déficit budgétaire va augmenter, ce qui doit pousser le gouvernement à nouveau augmenter les prélèvements obligatoires. Autre moyen de financement qui, là aussi, a des effets négatifs, l'emprunt. En effet, le déficit budgétaire fait que la demande de capitaux augmente et devient supérieure à l'offre de capitaux. Dans ces conditions, le taux d'intérêt augmente et le coût d'endettement va augmenter pour tous les agents. Ensuite, si l'endettement de l'État augmente, il va y avoir un effet d'éviction. En effet, l'État est un emprunteur sûr et les ménages ont une aversion pour le risque. Dans ces conditions, les ménages vont préférer prêter à l'État qu'aux entreprises. Le cumul de ces deux effets va donc avoir des effets négatifs. Les entreprises vont manquer de fonds prêtables et les fonds prêtables ont un coût élevé. Ainsi, les entreprises ne peuvent investir, elles ne peuvent améliorer leur compétitivité et donc elles vont prendre du retard en période de mondialisation. La croissance économique va alors ralentir. Autre difficulté pour les pouvoirs publics d'assurer une réduction des inégalités, c'est que cette action a une efficacité limitée sur la réduction des inégalités. En effet, la réduction des inégalités dépend du mode de financement. Pour l'impôt sur le revenu, le taux de prélèvement va augmenter avec le revenu. Ainsi, les inégalités vont diminuer. C'est un impôt progressif. En revanche, pour la TVA, le taux de prélèvement diminue avec le revenu. Dans ces conditions, les inégalités augmentent. C'est un prélèvement régressif. Pour les cotisations sociales, l'effet va être différent selon la base retenue. Si on prend comme base le salaire, comme le taux est proportionnel, le prélèvement est neutre. En revanche, si on prend comme base le revenu, étant donné que les cotisations sociales portent uniquement sur le revenu du travail, et que les hauts revenus ont une part élevée du revenu qui provient du capital, les hauts revenus vont avoir une part faible des cotisations sociales dans leurs revenus. Ainsi, les cotisations sociales augmenteront les inégalités par rapport à la base du revenu. Ensuite, les dépenses ne vont pas profiter à ceux qui en ont réellement besoin. D'abord parce que le fil de la protection sociale est des trous. Une partie de la population ne va pas bénéficier du système de protection. Les jeunes de moins de 25 ans, ceux qui ne demandent pas d'aide. Puis, le système de protection sociale profite parfois plus aux riches qu'aux pauvres. En effet, les plus riches vont recourir plus souvent aux soins médicaux que les plus pauvres. Ensuite, les services collectifs ne vont pas réduire toujours les inégalités. C'est le cas de l'école. En effet, tous les enfants peuvent accéder à l'école indépendamment de leur origine sociale. Cependant, les enfants de milieux favorisés font des études plus longues et plus sélectives en moyenne que les enfants de milieux populaires. Le rendement du diplôme est différent. Ainsi, les enfants de milieux favorisés profitent plus du service collectif qu'est l'éducation que les enfants de milieux populaires. Autre problème auquel se heurte l'action des pouvoirs publics pour lutter contre les inégalités, c'est que la réduction des inégalités est considérée parfois comme illégitime. En effet, l'analyse libérale considère qu'une fiscalité progressive est injuste. Dans une société où l'égalité des chances est assurée, celui qui travaille beaucoup doit avoir un revenu élevé, celui qui travaille peu a un revenu limité, et c'est méritocratique. Les inégalités sont donc justes. Ensuite, les politiques de discrimination positive peuvent parfois être jugées injustes par une partie de la population. En effet, le diplôme ou l'emploi obtenu ne résulte en partie de la politique du quota. Ainsi, tous les individus ne sont pas traités de la même manière. L'absence d'égalité des droits peut alors être perçue comme injuste. Ensuite,
le diplôme ou l'emploi obtenu ne dépend pas seulement du travail et des compétences. Et donc, ce sont des politiques qui sont accusées d'aller à l'encontre de la méritocratie. Dernière difficulté, le risque d'effet pervers. En effet, selon les libéraux, la réduction des inégalités peut être désincitative. En effet, selon eux, la redistribution est inefficace car elle réduit l'incitation au travail et à l'investissement. Au niveau des prélèvements obligatoires, c'est la courbe de l'affaire, mais aussi au niveau des transferts et des aides sociales. En effet, peuvent apparaître des trappes à l'inactivité liées aux revenus de remplacement. Les revenus de remplacement vont donc donner des revenus sans travailler. Ainsi, la rentabilité du travail est moindre. Et des trappes à l'inactivité peuvent apparaître. C'est les différences entre tous les revenus nets associés à l'activité et à l'inactivité. Et cette différence est faible compte tenu de la désutilité marginale et ou de la valorisation du travail. Dans ces conditions-là, les revenus de remplacement peuvent pousser à ne pas travailler. Ensuite, les prélèvements progressifs peuvent être désincitatifs. C'est une conception négative des prélèvements obligatoires qui est une idée ancienne chez les libéraux. Déjà, Adam Smith dans La richesse des nations considérait que l'impôt peut entraver l'industrie, c'est-à-dire le travail du peuple. Cette idée a été reprise par Laffer, qui va mettre en évidence une relation entre le montant des prélèvements obligatoires et le taux de prélèvement obligatoire, c'est-à-dire la part des impôts des prélèvements obligatoires dans la richesse nationale. Ainsi, il met en évidence une relation de corrélation. Au départ, quand le taux de prélèvement obligatoire augmente, les prélèvements obligatoires vont augmenter. Puis, à partir d'un certain seuil, l'augmentation des taux de prélèvement obligatoire va se traduire par une baisse des prélèvements obligatoires. Ainsi, on retrouve le même niveau de prélèvement obligatoire pour des taux de prélèvement obligatoire radicalement différents. On peut l'expliquer en disant que, selon Laffer, quand le taux de prélèvement obligatoire est faible, le montant prélevé est limité. Puis, dans un premier temps, quand le taux de prélèvement augmente, la part des richesses prélevées s'accroît. Et cela génère une augmentation des prélèvements obligatoires. Mais l'augmentation est de plus en plus lente quand on se rapproche du taux optimal. Passé ce taux optimal, tout change. On arrive à des taux prohibitifs. Cela va donc réduire l'incitation au travail des ménages. Il peut y avoir de l'évasion fiscale pour que les plus actifs et les plus dynamiques partent à l'étranger où les taux d'imposition sont plus faibles. Donc cela va réduire la croissance économique. Et cela peut aussi générer de la fraude fiscale, qui, ajoutée à la réduction de la croissance économique, réduit les prélèvements obligatoires. Or, les inégalités, d'après les libéraux, favorisent la croissance. C'est la théorie du ruissellement. En effet, c'est l'idée nouvelle de la main invisible d'Adam Smith. La recherche du profit personnel va permettre d'assurer l'intérêt collectif, c'est-à-dire croissance et bien-être pour la collectivité. Cette théorie du ruissellement considère que la richesse va ruisseler vers le bas. Plus les riches sont riches, plus la croissance est forte, et donc les plus pauvres vont aussi être gagnants. Il y a donc une corrélation positive entre les inégalités et la croissance économique. Cela peut donc s'expliquer, d'après les théoriciens de la théorie du ruissellement, d'abord par les effets sur l'offre. En effet, le financement de l'investissement va être plus facilité, car le taux d'épargne des plus riches est élevé. Ensuite, les individus vont innover, puisque les inégalités de revenus sont motivantes. Il y a aussi l'effet sur la demande, car les débouchés sont assurés, car les riches sont de gros consommateurs de produits de luxe. Ensuite, les politiques de discrimination positive ont aussi des limites. Il y a des effets pervers. La stigmatisation des populations bénéficiant de ces mesures. Ainsi, on considère que leur position dépend des quotas et non de leur mérite. Ensuite, l'allocation des formations et des emplois ne se fait pas en fonction des qualités et compétences des individus. L'allocation n'est pas optimale, ce qui ne permet pas d'avoir la croissance la plus forte. Enfin, il peut y avoir des fraudes, c'est-à-dire que les individus peuvent vouloir entrer dans le système de discrimination positive alors qu'ils ne remplissent pas les critères objectifs.